Il arrive un moment dans la vie où l'on est fatigué, non pas physiquement, mais intérieurement. Fatigué de vouloir trop bien faire, de plaire à tout prix, de contrôler l'incontrôlable. Et si cette fatigue n'était pas un ennemi, mais un signal? Aujourd'hui, nous allons explorer cette vérité déroutante. Quand on cesse de s'en soucier, tout commence à se mettre en place. Inspiré de la pensée fluide et lucide de Michel de Montaigne, cette vidéo ne vous dira pas quoi penser, mais vous invitera à observer, à vous observer. Préparez-vous à plonger dans un voyage intérieur où l'indifférence devient un pouvoir et où le lâcher-prise n'est plus une faiblesse mais une stratégie mentale. Commençons. La tyrannie du contrôle. Nous avons été conditionnés à croire que le contrôle est une force, qu'être capable d'anticiper, de tout organiser, de tout prévoir, est le signe d'un esprit fort, rationnel, structuré. Mais à quel moment cette prétendue force est-elle devenue notre plus grande faiblesse mentale? La peur de l'imprévisible, c'est d'abord la peur de ne pas être prêt. Et cette peur, aussi ancienne que l'humanité elle-même, a muté dans nos sociétés modernes en une obsession invisible, celle de tout maîtriser jusqu'au détail le plus insignifiant. Cette volonté devient alors une réponse automatique à une question que l'on ne formule jamais. Que se passera-t-il si je perds le contrôle? Et si, justement, nous étions déjà en train de le perdre, ce contrôle? Non pas parce que nous sommes faibles, mais parce que la vie ne se laisse pas dompter. Elle bouge, elle change, elle échappe. C'est dans sa nature. Montaigne, avec sa lucidité tranquille, disait « Ma vie a été pleine de terribles malheurs dont la plupart ne sont jamais arrivés. » Ce que cette phrase révèle, c'est l'étendue de notre anxiété projective. Nous passons notre temps à créer dans notre esprit des scénarios catastrophes, des malheurs hypothétiques, des drames imaginaires, que nous appelons prudence ou préparation, alors qu'ils ne sont souvent que des symptômes d'un stress mal digéré. Ce stress est profond. Il vient de ce besoin insatiable de sécurité. Mais la sécurité absolue n'existe pas. Et c'est peut-être là notre premier mensonge collectif. Croire qu'en contrôlant assez, on se mettra à l'abri de tout. Le cerveau humain adore les schémas. Il aime l'illusion de stabilité. Il préfère même une douleur certaine à une incertitude heureuse. Parce que l'inconnu est une faille. Et dans cette faille, nos pensées s'engouffrent. Le problème n'est pas de planifier. Le problème, c'est de vouloir tout verrouiller, d'éliminer chaque imprévu, d'en arriver à étouffer l'instant présent sous le poids de nos prévisions. En psychologie comportementale, on observe que le besoin excessif de contrôle est souvent lié à des expériences passées où l'individu s'est senti impuissant. Le contrôle devient alors un bouclier, une réponse face à la vulnérabilité. On ne contrôle pas parce que l'on est fort, mais parce que, quelque part, on ne veut plus jamais revivre ce sentiment d'être dépassé. Et pourtant, ce bouclier nous enferme. Il devient une cage. On croit se protéger du chaos, mais on se prive surtout de la spontanéité, de la magie des choses imprévues, des belles coïncidences, de la vie qui déborde du cadre. Alors pose-toi cette question maintenant, avec honnêteté. Qu'est-ce que tu tiens trop fort dans ta vie aujourd'hui? Et si tu relâchais juste un peu cette emprise, que découvrirais-tu en toi que tu n'as jamais laissé s'exprimer? Le détachement actif, ce n'est pas l'indifférence. Tu crois que tu dois t'accrocher pour exister. Tu crois que lâcher, c'est abandonner. Que te détacher, c'est devenir froid. Mais si tu avais tout faux, le vrai détachement n'est pas un renoncement. Ce n'est pas un mur qu'on dresse entre soi et les autres. Ce n'est pas un cœur vide. C'est un cœur lucide. C'est comprendre que l'attachement excessif est une forme déguisée d'auto-sabotage. Car ce à quoi tu t'accroches te tient autant que tu le tiens. Je fais ce que je peux, puis j'accepte ce qui vient. Cette phrase n'est pas une démission. C'est une libération. La société te dit de ne jamais abandonner, d'aller jusqu'au bout, de prouver ta valeur par ton endurance. Et toi, tu obéis.
Tu t'épuises à poursuivre ce qui ne te nourrit plus. Tu refuses de lâcher ce qui ne t'élève pas. Tu confonds courage et entêtement. Mais dis-moi, à quoi bon courir après ce qui ne veut pas de toi? Pourquoi t'attacher à ce qui ne t'attache pas en retour? Est-ce que l'eau force une pierre à bouger, ou la contourne-t-elle simplement? Il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Tu peux remplir ta tête d'objectifs, de peurs, de règles, de stratégies. Mais si tu ne sais pas où mettre ton énergie, tu es juste un marathonien qui court en rond. Le détachement actif, c'est l'inverse du désintérêt. C'est agir sans s'empoisonner, aimer sans dépendre, vouloir sans s'effondrer si ça n'arrive pas. Ce n'est pas être insensible, c'est être stable. Tu vois, beaucoup de gens se noient dans leurs propres attentes. Ils attendent que l'autre change, que le travail comble leur vide, que le monde s'aligne à leurs désirs. Mais tout ça, c'est de la souffrance sous anesthésie. Le détachement, lui, ne nie pas le désir, il l'encadre. Il le regarde droit dans les yeux et dit « Tu peux exister, mais tu ne me gouverneras pas. Et toi, combien de choses dans ta vie te gouvernent encore sans que tu t'en rendes compte? Ce message que tu attends, cette validation que tu veux, cette image que tu maintiens, ce rôle que tu joues. Réfléchis. Combien d'efforts déploies-tu, non pas pour avancer, mais pour ne pas perdre ce qui te rassure? Le détachement actif, c'est une décision, celle de reprendre la souveraineté sur son espace intérieur. Ce n'est pas de la fuite, c'est un repositionnement. C'est dire « Je ne te fuis pas, je ne te fuis plus, je me choisis enfin ». Le paradoxe du lâcher-prise. Il y a dans le lâcher-prise une élégance que la volonté brute n'atteindra jamais. C'est le moment où l'on comprend que la force n'est pas toujours dans la résistance, mais parfois dans le relâchement. Une corde trop tendue ne chante plus. Elle menace de céder. Tu as sans doute déjà senti ce poids. Vouloir que quelque chose arrive si fort que ça en devient douloureux. Et plus tu forces, plus ça s'éloigne. Comme essayer de retenir de l'eau dans un point fermé. Et pourtant, regarde l'eau. Elle ne se bat pas. Elle descend doucement, cherche les fissures, épouse les formes. Elle ne prend pas, elle reçoit. Qui craint de souffrir, souffre déjà de ce qu'il craint. Cette peur de perdre, cette crainte de voir nos efforts échouer, elles nous tiennent souvent plus que nos réels échecs. Nous souffrons davantage de nos projections que de la réalité. Et dans cette tension, nous perdons la beauté du moment présent. Le paradoxe du lâcher-prise, c'est qu'il ne nous prive pas de l'action. Il ne nous retire pas le pouvoir. Il nous retire juste l'illusion du contrôle absolu. Il nous redonne de l'espace. Il nous offre une posture différente, non plus celle du conquérant, mais de l'accueillant. Imagine ce qui se passerait si tu cessais de lutter contre les courants. Si pour une fois, tu flottais. Tu verrais peut-être des paysages que la course t'empêchait de voir. Tu entendrais peut-être les pensées que le bruit du contrôle couvrait. Tu sentirais peut-être ta vraie direction. La plupart du temps, on ne lâche pas parce qu'on a confiance. On lâche parce qu'on n'en peut plus. Et c'est là le vrai drame. Attendre l'épuisement pour enfin écouter le calme. Et si tu changeais cela? Et si, au lieu de céder sous la pression, tu choisissais consciemment de relâcher maintenant? Observe les feuilles qui tombent en automne. Elles ne s'accrochent pas désespérément à l'arbre. Elles dansent dans l'air, doucement, comme si elles savaient que la chute fait partie du cycle. Comme si elles acceptaient que leur rôle est terminé, pour laisser place à autre chose. Le lâcher-prise n'est pas une fin, c'est un passage. Le vrai champ de bataille, c'est notre esprit. Pourrait-on dire aujourd'hui en hommage à Montaigne. Ce champ est souvent saturé de pensées, de tensions, de désirs crispés. Mais parfois, en laissant tomber les armes, on entend quelque chose de précieux, le silence intérieur, celui qui précède les véritables renaissances. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu retiens encore malgré toi? Et si tu laissais couler, sans culpabilité, qu'est-ce qui pourrait naître dans ce vide nouvellement créé? L'ego et l'obsession de bien faire.
Il y a quelque chose de discret mais ravageur dans ce besoin constant de bien faire. Il se glisse dans nos gestes, dans nos décisions, dans notre manière de parler, de regarder les autres, de nous regarder nous-mêmes. Il se fait passer pour de la rigueur, de la conscience professionnelle, du respect. Mais souvent, il n'est rien d'autre qu'un masque cousu par l'ego. L'ego ne crie pas toujours. Parfois, il murmure « Tu peux mieux faire ?» Et ce murmure devient une obsession. On ne veut pas simplement être bon, on veut être irréprochable. Non pas pour soi, mais pour ce regard extérieur qu'on a appris à redouter, puis à désirer. La reconnaissance, l'approbation, l'éloge, on les cherche comme on chercherait de l'air, oubliant que respirer ne devrait jamais dépendre de l'avis des autres. Michel de Montaigne, avec une lucidité mordante, écrivait « Sur le plus beau trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul ». Cette phrase, à la fois crue et brillante, remet les choses à leur place. Tu peux te donner l'image la plus noble, la plus exemplaire, la plus parfaite, mais ta réalité intérieure, elle, ne ment jamais. Tu peux maquiller ce que tu montres, pas ce que tu ressens. L'ego veut briller, mais ce n'est pas la lumière qu'il cherche, c'est le reflet. Il n'est pas en quête de vérité, mais d'image. Il te pousse à t'ajuster, à te corriger, à te faire petit ou grand selon les circonstances, jusqu'à ne plus savoir qui tu es vraiment. Et c'est là que le danger se glisse. Quand tu veux trop bien faire, tu n'es plus dans l'action juste. Tu es dans la performance. Tu fais pour valider, pour rassurer, pour prouver. Et cela crée une fracture entre ce que tu fais et ce que tu es. Le perfectionnisme, souvent vu comme une qualité, est en réalité une forme d'anxiété travestie. C'est un contrôle permanent de ton image, un refus de l'imperfection, une peur panique du jugement. Mais ce que tu redoutes chez les autres n'est bien souvent que l'écho de ton propre regard sur toi-même. As-tu déjà remarqué combien tu peux être indulgent avec les autres, mais impitoyable avec toi-même? Pourquoi cette sévérité intérieure? Pourquoi cette barre toujours placée plus haut que nécessaire? Peut-être parce qu'on t'a appris, dès le départ, que ta valeur dépendait de ce que tu accomplissais et non de ce que tu étais. Peut-être que l'ego n'est pas né d'un excès de confiance, mais d'un manque profond d'acceptation. Alors, regarde-toi avec plus de douceur. Et surtout, pose-toi cette question honnête. Vis-tu ta vie, ou es-tu en train de jouer le rôle que tu crois que l'on attend de toi? L'art d'observer sans juger ferme les yeux un instant. Écoute ce qui monte en toi. Pas pour le contrôler, pas pour le changer, simplement pour l'accueillir. Ce geste, aussi simple qu'il paraît, est devenu rare. On vit dans une époque où l'immobilité est suspecte, où le silence est inconfortable, où chaque émotion semble appeler une réaction immédiate. Et pourtant, il existe un espace silencieux entre stimulus et réponse. Un espace où l'on peut simplement regarder, observer sans se précipiter. C'est là que commence l'art de ne pas juger. Montaigne passait de longues heures à méditer sur lui-même. Non pas pour se corriger à tout prix, mais pour se comprendre. Il savait que se juger trop vite, c'est trahir une partie de soi. Qu'il faut parfois rester en présence d'une pensée, même désagréable, pour découvrir ce qu'elle tente de dire sous la forme brute de l'inconfort. La plus grande chose du monde, c'est de savoir être à soi. Montaigne. Être à soi, cela commence par s'accueillir. Accueillir sa colère sans honte, sa peur sans masque, son doute sans défense. Observer sans disséquer. Ressentir sans justifier. Le mental veut tout classer. Ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas. Mais la vie intérieure ne se réduit pas à des colonnes comptables. Elle est plus fluide, plus subtile. Elle échappe aux catégories. Observer sans juger, c'est apprendre à rester avec soi dans toutes ses nuances. Ce n'est pas fuir le réel, c'est l'embrasser. C'est regarder une émotion comme on regarde une vague passer. Elle monte, elle culmine, puis elle s'éloigne.
Ce n'est pas elle qui nous submerge, c'est nous qui nous y accrochons. As-tu remarqué comme certaines pensées reviennent en boucle? Ce ne sont pas elles qui nous emprisonnent, mais notre réaction envers elles. Le refus de leur laisser place, le besoin de les faire taire. Et pourtant, parfois, il suffit de dire « je te vois » pour qu'elles se calment, pour qu'elles s'éloignent d'elles-mêmes. Dans ce monde qui exige des réponses rapides, des décisions instantanées, offrir à soi-même le luxe d'une observation tranquille est un acte de rébellion douce. Une forme de paix qui ne vient pas de l'extérieur, mais de la qualité de ton regard intérieur. Et toi, dis-moi, la dernière fois que tu t'es senti mal, as-tu cherché à te distraire, à t'occuper, à fuir ce moment? Ou as-tu pris le temps de t'asseoir avec toi-même, en silence, pour simplement ressentir, sans interpréter? Le théâtre des attentes sociales. Tu te lèves chaque matin, et sans même t'en rendre compte, tu remets ton costume, celui que tu portes depuis l'enfance. Parfois bien repassé, parfois trop serré. Ce costume, ce rôle, ce personnage, tu n'y penses même plus. Il est devenu ta seconde peau. Tu avances dans le décor d'une société bien huilée, tu récites tes lignes, tout va bien. Tu respectes ton texte, être à l'heure, être performant, être aimable, être conforme, tu joues, comme tout le monde joue. Mais dis-moi, quand est-ce que le rideau tombe? Et surtout, quand est-ce que tu respires? Nous vivons dans un théâtre invisible où les attentes sociales sont les projecteurs qui brûlent la peau. On ne vit pas vraiment. On performe. On ne choisit pas. On répond à ce qu'on croit devoir être. Mieux vaut une tête bien faite que bien pleine, disait Montaigne. Mais une tête bien faite, c'est aussi une tête capable de se défaire de ce qu'on lui a inculqué sans jamais l'interroger. Et toi, à quel rôle t'es-tu condamné? Celui de l'enfant sage pour ne pas décevoir? Celui du collègue compétent pour ne pas faire tâche? Celui du conjoint exemplaire pour ne pas être abandonné? On t'a donné un script, mais as-tu jamais osé le réécrire? Imagine un instant, le silence, plus de spectateurs, plus de juges, plus de regards à séduire ou à craindre. Il ne reste que toi, sans maquillage, sans projecteur, sans mise en scène. Que reste-t-il de toi dans ce dépouillement? Montaigne, lui, se retirait souvent pour se retrouver, non pas par mépris du monde, mais parce qu'il savait que le monde a tendance à nous voler à nous-mêmes. Il parlait des masques du monde, ces rôles que l'on accepte sans résistance, par habitude, par peur, par fatigue. On s'imagine que c'est le regard des autres qui nous oppresse. Mais la vérité est plus cruelle. C'est notre propre besoin d'être validé par ce regard. C'est nous qui accordons à l'opinion étrangère le pouvoir de nous définir. Et si tu arrêtais, si tu cessais de correspondre, si tu ne répondais plus aux attentes, mais à ton propre rythme, si tu laissais tomber ce masque, même pour quelques instants, que découvrirais-tu? Serait-ce effrayant? Ou serait-ce enfin ta vraie liberté? Ce que l'on croit de nous nous enferme plus sûrement que les barreaux d'une cellule. Alors pose-toi cette question, sans détour. Et si ton vrai problème, ce n'était pas ce que les autres pensent de toi, mais l'importance que toi tu donnes à ce qu'ils pensent? Le temps comme réponse silencieuse. Le temps ne s'explique pas, il ne s'impose pas, il ne se bouscule jamais. Il est là, discret, immobile en apparence, mais toujours en mouvement. Et il finit, tôt ou tard, par répondre. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas une révélation fracassante. Le temps parle bas, il parle vrai. Il répond quand tu ne l'attends plus, quand tu as cessé d'insister, quand ton esprit est enfin assez calme pour entendre ce qu'il avait à dire. Il y a des choses que l'on croit urgentes, vitales, nécessaires, sur le moment. On les pousse, on les force, on les arrache presque. Et puis, des années plus tard, on comprend. Elles n'étaient pas prêtes. Ou c'est nous qui ne l'étions pas. Montaigne l'avait compris. La vie n'est qu'un mouvement inégal. Inégal, c'est-à-dire humain. Chaotique parfois. Lent souvent. Et dans cette lenteur, une forme de sagesse naturelle.
un rythme organique que nos vies modernes, pressées, productives, ont oublié d'écouter. Regarde les saisons. L'arbre ne crie pas pour pousser, il ne supplie pas le ciel pour fleurir plus vite, il attend. Il grandit en silence. Et quand l'instant est juste, il explose de vie sans effort. Et toi, combien de fois as-tu couru après une réponse, un résultat, une reconnaissance, que le temps seul pouvait apporter? Combien de portes as-tu tenté d'enfoncer alors qu'elles n'étaient pas encore prêtes à s'ouvrir? Il y a quelque chose de profondément libérateur dans le fait de ne plus forcer, non pas abandonner, mais faire sa part et laisser le reste au rythme naturel des choses. Laisser le temps infuser, tisser, démêler, laisser l'invisible travailler pendant que tu respires. Le silence du temps est inconfortable. Il ne donne pas d'assurance immédiate. Il ne rassure pas comme une solution rapide. Mais il construit quelque chose de plus stable, une paix intérieure. Celle de ne pas avoir besoin de tout précipiter. Et dans cette paix, on découvre souvent que ce que l'on voulait avec obsession n'était peut-être pas ce qu'il nous fallait, ou que ce que l'on croyait perdu n'était qu'en attente. Le temps n'oublie rien. Il trie, il filtre, il choisit. Alors prends ce moment là, maintenant. Ralentis, respire. Demande-toi sans pression, sans peur, qu'as-tu essayé de forcer dans ta vie et qui aurait peut-être pu s'installer naturellement si tu avais su attendre? Et si tu avais simplement besoin de t'écouter, de t'offrir un espace, un souffle, un temps hors du chaos, loin des attentes, des rôles, des performances? Et si la paix que tu cherches n'était pas dans l'effort constant, mais dans ce que tu acceptes enfin de relâcher? Ce que Montaigne nous a transmis, ce n'est pas un mode d'emploi pour bien vivre. C'est une permission, celle d'être humain, imparfait, changeant, vulnérable, mais lucide, de penser par soi-même, de se redéfinir sans cesse, de ne pas répondre trop vite et parfois de ne pas répondre du tout. Tu n'as pas à tout contrôler, tu n'as pas à toujours bien faire, tu n'as pas à te justifier ni à convaincre qui que ce soit. Tu as le droit de respirer, de prendre le temps, de ne pas savoir. Tu as le droit de revenir à toi. Alors maintenant, pose-toi une dernière question. Qu'est-ce que tu es prêt à déposer, là, aujourd'hui, pour enfin t'alléger et te retrouver? Si cette vidéo a résonné avec toi, ne garde pas ces mots pour toi seul. Et si tu veux continuer ce voyage intérieur avec moi, abonne-toi. Ici, chaque mot, chaque idée, chaque silence est une invitation à te reconnecter à ce que tu es vraiment. À très bientôt.